Si Articodin incarne l'élément glace, apportant le blizzard avec lui et gelant l'atmosphère d'un battement d'ailes, l'oiseau est également connu pour porter secours aux âmes perdues en montagne. La mythologie perse nous rapporte l'histoire d'un nouveau-né abandonné dans les sommets. Le père de l'enfant, le roi Siam, ne pouvait supporter l'albinisme de son fils, y voyant la marque du démon. Attiré par les cris du nourrisson, un oiseau légendaire trouva l'enfant et l'éleva, un volatile portant le nom de Simurgh. Les récits décrivent le Simurgh comme un oiseau bienveillant, prêtant souvent main forte aux héros, ce qui explique sans doute pourquoi les archives de Kanto relatent qu'Articodin porte secours aux voyageurs perdus. Comme le Pokémon légendaire, le plumage du Simurgh est souvent bleu, prenant parfois des tons rosés dans ses différentes représentations. En parcourant son iconographie, on s'aperçoit d'ailleurs qu'avant d'être un oiseau, le Simurgh était décrit comme une chimère avec le corps et la queue d'un paon, une tête de chien et les griffes d'un lion. Une vision archaïque qui nous amène à la première apparition d'Articodin dans l'animé. Dans l'épisode 2, Sacha tombe sur une représentation ancienne et conceptuelle des oiseaux légendaires. La gravure d'Articodin montre un oiseau à la queue démultipliée, ce qui peut renvoyer symboliquement à celle d'un paon. Doit-on y voir une sorte de clin d'œil au Simurgh ? Comment interpréter le fait qu'Articodin soit terré au fond d'une caverne dans les îles Écumes ? Il faut dire que le Simurgh est décrit comme vivant près des points d'eau. Mais cet oiseau perse semble bien exotique pour une créature mise au monde à Tokyo. Plus étonnant encore, Articodin tire en fait sa physionomie d'un oiseau américain. Reclus dans sa cabane au milieu des bois, l'écrivain Henry David Thoreau décrivait la plainte distinctive du jet bleu comme un cri glacial incessant. Espèce endémique des forêts d'Amérique du Nord, avec une forte concentration au Canada, le jet bleu est connu des promeneurs comme un animal bruyant. En véritable sentinelle, le volatile avertit les autres oiseaux de la présence de prédateurs. L'oiseau mesure une trentaine de centimètres, a la face blanche et porte un manteau bleu taché de noir et de blanc. Son appellation scientifique, Cyanocita cristata, fait état d'un oiseau bleu jacasseur et huppé. En effet, quand le jet bleu s'excite ou s'énerve, une huppe se hérisse sur son front. Ce qui, en plus de couleurs identiques, renvoie à Articodin, dont la crête hérissée prend la forme de pics de glace. Une étude étymologique pourrait-elle ouvrir d'autres pistes ? Au Japon, le monstre de poche s'appelle Freezer. Sulfura se nomme Fire. Quant à Elector, la créature a pour nom Thunder. 3 noms simples que Julien Bardakov décrypte pour nous. En japonais, ils ont pris des mots anglais pour que les noms de ces 3 Pokémon légendaires sonnent spécial. C'est la grande philosophie japonaise. Quand on va vers la simplicité, on touche à l'essence d'un concept et tout le sel en ressort. Comme avec les sashimi, il n'y a rien pour enrober le poisson et son goût explose en bouche. Moi, j'ai dû expliquer à l'équipe japonaise qu'il fallait faire l'inverse en français et trouver des noms crypto compliqués pour que les joueurs comprennent que ces Pokémon sont exceptionnels. Et si l'on pourrait penser que les références à Odin, Thor et Ra servent surtout aux joueurs français de point de repère pour mieux saisir le caractère divin des oiseaux, l'un des 3 noms vise particulièrement juste. Il est donc temps de franchir les barrières de Jadiel. C'est sur les murs de pierre de la route Victoire que luisent les flammes de l'oiseau écarlate. Les archives de Kanto racontent que lorsque le Pokémon légendaire agite ses ailes en feu, même la nuit noire s'embrase et rejoint. Dans les versions rouge et bleu, Sulfura épuisait les collectionneurs, se démarquant par son faible taux de capture, incinérant notre équipe par son souffle incandescent. Bataillant contre le légendaire, on avait tendance en tant qu'enfants occidentaux à l'associer à une sorte de phénix. On n'était pas très loin de la vérité puisqu'il faut remonter aux origines du phénix lui-même pour comprendre d'où vient réellement Sulfura. En revenant sur le nom français donné à l'oiseau de feu, Julien Bardakov précise: Dans Sulfura, on pourrait croire qu'il y a juste Sulfure, le soufre, parce que c'est un Pokémon de feu, mais en comparant avec les 2 autres, Articodin et Elector, on comprend qu'il doit y avoir un dieu là aussi. C'est Ra, le dieu du soleil dans la mythologie égyptienne. La référence à Ra est particulièrement intéressante, dans le sens où l'ancêtre du phénix trouve ses origines dans l'Égypte antique. Il est ainsi fait mention d'un oiseau mythique, le Bennu, personnification de l'âme du dieu Ra, qui symbolise la Renaissance. Et si le Bennu fut d'abord représenté sous les traits d'une bergeronnette printanière, les choses changèrent à partir du Nouvel Empire égyptien, quand l'oiseau de feu prit l'apparence d'un héron pourpré, espèce au long cou et au bec élongé, à l'image de Sulfura. Depuis l'Égypte antique, le mythe du Bennu s'est transformé en celui du phénix. Il retrouve aujourd'hui des oiseaux de feu dans la plupart des folklores. Ce qui nous amène à l'épisode 157 de la série animée, au cours duquel nous est présenté un horoscope propre au monde de Pokémon.
James découvre que son signe astrologique serait celui de Sulfura. Une information intéressante, dans le sens où l'on retrouve bien un oiseau de feu dans la tradition chinoise, l'oiseau vermillon. Se révélant notamment être l'un des 4 principaux animaux célestes de l'astrologie chinoise, il a pour symbole le feu, est associé à la direction du sud, ainsi qu'à l'été. Les archives de Johto indiquent que Sulfura annonce un printemps précoce aux régions qu'il visite. Il est également mentionné que le Pokémon légendaire migre au sud à la venue du printemps. Et si Sulfura semble renvoyer à l'un de ces 4 animaux célestes, il y a peut-être une raison. Il est temps d'aborder les Pokémon Mirage. 8 avril 1997, le 2e épisode de Pocket Monsters est diffusé sur Télé Tokyo. Sacha arrive au centre Pokémon de Jadiel dans l'espoir de soigner son Pikachu. Sur un écran géant, il aperçoit une fresque découvrant 4 gravures de Pokémon légendaires. Le fait que ces Pokémon soient au nombre de 4 rappelle les 4 animaux célestes de l'astrologie chinoise. Seulement, les espèces ne semblent pas correspondre. En Asie, les animaux totems sont l'oiseau vermillon, gardien du sud, la tortue noire, protectrice du nord, le dragon d'azur régnant sur l'est, et le tigre blanc, défenseur de l'ouest. Dans l'épisode 2, on retrouve à la place 3 oiseaux légendaires et Arcanin. Voilà qui soulève un point intéressant. Avant que ne vienne l'idée des oiseaux légendaires, il était question de Pokémon Mirage. Si l'on en sait peu sur ces derniers, on notera qu'Arcanin comptait parmi ceux-ci, tout comme Léviator et Loclas, le tigre blanc, le dragon d'azur et la tortue noire. Et si l'animé a fait l'erreur de garder Arcanin à ce rang, c'est peut-être que son statut n'était pas encore clair au moment de la constitution du scénario, ou qu'une mauvaise information a potentiellement circulé. Se pourrait-il que les développeurs aient abandonné l'idée des Pokémon Mirage car le motif des 4 animaux totems était trop commun dans la culture asiatique? Ils auraient pu se raviser après la conception de Sulfura, supprimant le statut de Pokémon Mirage, préférant concevoir des créatures légendaires aux inspirations variées. Si l'on en vient au film Pokémon 2 Le pouvoir est en toi, les oiseaux légendaires habitent les îles de Foudre, de Feu et de Glace, 3 localités désertées par les hommes à proximité de l'île Djamoti. Et justement, l'île Djamoti se trouve être un concentré d'influences diverses. Les héros sont d'abord accueillis par des habitants aux masques indigènes d'oiseaux, on aperçoit ensuite un Léviator cerf-volant, à la manière des dragons cerfs-volants. Enfin, les habitants sont vus en pleine célébration autour d'une sculpture rappelant les totems amérindiens. Placer les volatiles autour de ces influences diverses, en plein cœur de l'archipel orange, semble appuyer le caractère exotique des oiseaux. Et il nous reste maintenant un dernier monstre de poche à capturer. C'est au cœur de la centrale abandonnée de Kanto que se terre Elector. Le totem autour duquel dansaient les habitants de l'île Djamoti pourrait être un easter egg subtil des scénaristes puisqu'à première vue, Elector semble inspiré de l'oiseau tonnerre amérindien, qu'on retrouve à travers un grand nombre de représentations totémiques. Souvent aperçu les ailes ouvertes, serres écartées, la pose du Pokémon légendaire vient probablement de ces représentations, où l'oiseau tonnerre totem est présenté les membres écartés. Les archives de Johto précisent que lorsqu'Elector bat ses ailes d'énergie, il provoque de gigantesques orages. En contrepartie, les récits amérindiens décrivent l'oiseau tonnerre comme une créature divine, si gigantesque qu'un simple battement d'ailes provoque l'orage. La raison pour laquelle l'oiseau tonnerre s'est vu associé à la foudre vient sans doute du fait qu'il s'agit d'un oiseau de proie dans la plupart de ses représentations. La célérité de ces volatiles, fondant sur leurs victimes pour les emporter dans les airs, a attisé la comparaison avec la frappe d'un éclair. Elector présente d'ailleurs quelques attributs de l'oiseau de proie, comme ses serres acérées, les plus imposantes parmi les 3 Pokémon légendaires. Mais l'oiseau tonnerre n'explique pas tout chez Elector. Il est très probable que les développeurs se soient inspirés d'une autre créature folklorique, l'Impundulu sud-africain. Si les Impundulu provoquent des tempêtes en battant des ailes, on raconte qu'ils descendent sur Terre quand il y a de l'orage, déposant un œuf à l'endroit où frappera la foudre. Ces oiseaux sont capables de se transformer à volonté et sont décrits comme mauvais et vampiriques. Généralement, l'Impundulu est représenté comme un oiseau de proie noir et blanc. Un récit laisse entendre qu'il serait déjà apparu sous la forme d'un coq attaquant avec ses griffes, ce qui évoque une certaine forme de galar. Mais c'est l'ombrette africaine qui est surtout mentionnée lorsqu'il est question d'oiseau foudre. Au vu de sa crête hérissée et de la forme de son bec, on pense forcément à Elector. Une croyance populaire dit alors qu'il vaut mieux éviter de voler des œufs dans les nids des ombrettes, au risque de se voir frapper par la foudre. Sans forcément témoigner d'une origine commune, l'oiseau tonnerre, le simurgh et l'oiseau vermillon sont 3 créatures mythiques équivalentes d'une culture à l'autre. 3 volatiles ayant servi de modèle pour Elector, Sulfura et Articodin, que les derniers enfants de la Pokémania ont redécouvert sous un angle plus inquiétant à la fin de l'année 2000. Alors que le film 2 venait juste de sortir en salle, résonnait la prophétie de l'île Djamoti. Ne perturbez pas l'harmonie qui règne entre le feu, la glace et la foudre.
de crainte que ces titans n'anéantissent le monde dans lequel ils s'affrontent. Même quand le légendaire gardien des abysses s'élèvera pour réprimer la querelle, s'il est seul, son chant échouera et le sort du monde sera entre les mains de l'élu. Ô toi, l'élu, rassemble le trésor de cette trinité. Combinés, ils feront apparaître le gardien des abysses. Le temps est venu. Merci d'avoir regardé cet épisode. On lance sur Ulule le livre du Verseau, un projet de grimoire qui retrace les inspirations des 151 premiers Pokémon. Ça fait plus d'1 an que j'ai ce projet en tête et l'idée c'est vraiment d'avoir un beau livre qui aborde toutes les créatures de première génération, en incluant de nombreuses dont je pourrais pas parler en vidéo. En tout cas, j'espère que le livre du Verseau vous enthousiasme autant que nous. Vous avez toutes les infos sur la page Ulule. Alors là-dessus, je vous laisse et on se dit à bientôt.